Septième rencontre donc du cycle de conférences du département d'histoire de l'art de l'UQAM. Nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue Joanne Lalonde, qui est spécialiste donc d'art médiatique et des arts et des nouvelles technologies, avec donc son équipe, Lisa Tronca et Gina Passi, excusez-moi, Passi, excusez-moi. J'aurais dû le prononcer en italien, ça aurait été plus. Donc aujourd'hui, nous allons les entendre nos conférencières autour de la question de l'archivage et de la mise en valeur de la création web, méthodologie ouverte pour l'histoire de l'art. Bonjour à tous et toutes, merci d'être venus aujourd'hui. Je remercie aussi mes collègues d'histoire de l'art qui sont à la coordination de cet événement, dont Monia, évidemment. Le travail est très apprécié. Alors, simplement vous dire que nous enregistrons et diffusons en streaming notre présentation pour le patrimoine de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, qui est une plateforme dont nous vous parlerons au cours de la présentation, mais on va couper la diffusion et l'enregistrement au moment de la période de questions. Alors, comme l'indique le titre, la présentation d'aujourd'hui portera sur les méthodologies de l'archivage et de la mise en valeur de la création littéraire et artistique conçue pour une diffusion sur le web, ce que nous appelons art hypermédiatique. Méthodologie que nous pratiquons au sein des laboratoires NT2 de l'UQAM, de l'Université Concordia et de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ces laboratoires sont dirigés par le professeur Bertrand Gervais du département d'études littéraires et nous sommes ici aujourd'hui dans une salle aménagée par la subvention du Fonds canadien pour l'innovation obtenue par Bertrand Gervais pour les laboratoires FCI. Alors, Monia vous a présenté mes deux collaboratrices, mais je vais quand même dire un petit peu plus sur chacune d'elles. Alors, Lisa Tronca est diplômée du bac en histoire de l'art, notre bac en histoire de l'art à l'UQAM depuis très récemment, elle a terminé en décembre. Elle est présentement inscrite à un certificat de traduction à l'UDM et elle est assistante de recherche au NT2 UQAM. Et Gina Cortopassi est inscrite au programme de doctorat en histoire de l'art de l'UQAM. Elle est chargée de cours à l'Université Laval et elle est également assistante de recherche au NT2. Alors, une première spécification serait de rappeler que nous travaillons, comme historiennes d'art, en laboratoire. C'est dire que notre contexte emprunte une certaine manière de faire propre aux sciences appliquées, équipe de recherche autour d'un projet commun. Les tâches sont divisées selon un protocole précis qu'on adapte au fur et à mesure du terrain, qui se distingue un peu, beaucoup, je dirais, d'une activité d'écriture et d'interprétation en solitaire. Le NT2, c'est aussi un lieu de recherche-développement, création pour les artistes. Nous avons reçu à quelques reprises des artistes en résidence qui ont conçu leur projet avec notre équipe médiatique. Nous participons aussi comme ressources aux Lab Sessions qui sont organisées par la SAT, la Société des arts technologiques. Donc, si je vous dis ça, c'est pour vous sensibiliser au fait qu'il n'y a plus ici de distinction entre le bureau versus l'atelier, mais plutôt une porosité entre les deux. Que faisons-nous plus concrètement? Nous travaillons à un grand projet de recherche en archéologie du contemporain sous un modèle encyclopédique. Notre travail requiert des activités de repérage, de sélection, de conservation et de mise en valeur des œuvres. Il implique non seulement une observation, mais aussi une conceptualisation et une intervention, bref, une théorisation du terrain dans la manière même de l'appréhender et de le décrire. Comme le rappelle Tommaso Venturini, la prolifération et l'accessibilité des données sur Internet ne simplifient pas le travail d'analyse. Tout au contraire, les données sont là, écrit-il, je le cite, mais il faut savoir les extraire, les nettoyer, les indexer, les préparer à l'analyse. Il faut, en d'autres termes, les constituer en corpus. Fin de la citation. Alors, ces données ne sont donc pas données, elles sont construites. Nous construisons diverses couches de médiation pour constituer des environnements de recherche et de connaissance. Alors, ces environnements de recherche et de connaissance sont des ressources complexes mises en ligne, ouvertes à tous et déployées en temps réel, dynamiques et en développement continu, offrant des résultats de recherche intermédiaires et non seulement l'exposé de résultats terminaux. Il livre donc des strates d'analyse qui permettent d'exploiter un champ de recherche de façon soutenue et d'animer des communautés de chercheurs. Alors, de telles ressources comprennent différentes modalités d'organisation, de transmission, de valorisation de l'information. Elles s'intègrent dans un écosystème numérique qui permet de catégoriser et indexer les contenus afin de pouvoir les partager,
dans un esprit d'accès libre de droit, donc dans un esprit de gratuité du savoir, mais aussi dans une perspective reposant sur le concept d'expérience et exploitant une diversité de documents et d'informations. Enfin, c'est important de le mentionner ici, les environnements et de connaissances sont des lieux où le spectateur ne fait plus nécessairement la distinction entre le contexte de présentation des œuvres et les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire que ce champ-là se trouve, disons, rassemblé. Le spectateur doit donc avoir accès à toutes les ressources au sein même de notre interface web. Alors, je laisse maintenant la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler en tant qu'assistante de recherche au laboratoire NT2 et plus spécifiquement travaillant pour le répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques. Et je vous présenterai aujourd'hui le travail d'archivage que nous faisons selon notre objet de recherche et ses caractéristiques particulières. Ma position d'historienne de l'art fait en sorte que je remarque plusieurs modifications dans l'approche à un objet d'étude qui se présente dorénavant sur le web. Sans lieu d'institutionnalisation spécifique, devant des œuvres hybrides abordant des composantes techniques et technologiques, on remarque effectivement une transformation dans la position à adopter, dans les méthodes de recherche ainsi que dans les méthodes d'analyse face à un objet d'art conçu par des technologies numériques et exposé sur le réseau Internet. Donc, regardons d'abord du côté du laboratoire NT2. Il a été fondé en 2004 et a depuis la mission de promouvoir l'étude, la création et l'archivage de nouvelles formes de textes et d'œuvres hypermédiatiques. Tout le travail que nous faisons est conçu pour être affiché sur notre site Internet. Est-ce qu'on va voir? Non, je veux partir oui. à la navigation filmée. Oui, c'est ça. Non. Ah non. Ah oui, il y a une clé dessus. Oui, OK. Donc, le site NT2 se présente donc comme un environnement de recherche complet couvrant toutes les étapes de la réflexion sur son objet d'étude. Donc, on va voir ici l'architecture du site et les différents aspects qu'il compose. D'abord, le laboratoire est un outil d'information pour la communauté de chercheurs et de chercheuses ainsi que de néophytes en quête d'actualité en cyberculture concernant les prochaines conférences, lancements, ateliers, etc. Nous recensons ainsi dans la section Actualité les événements parrainés par le NT2 ou d'autres organismes affiliés. Notre site comporte aussi un espace blog collectif avec des entrées nommées des linéaires. Celles-ci sont des réflexions théoriques et critiques individuelles portant sur des sujets d'actualité, des questions sur la cyberculture ou des analyses d'œuvres plus poussées. Par ailleurs, nous avons aussi les ponctuels, qui sont des textes réflectifs et critiques ou théoriques, ouverts à la soumission de chercheurs externes. On peut comparer leur forme à un court essai ou un article de revue. Nous avons également des cahiers virtuels ressemblant à des journaux en ligne qui rassemblent des articles de collaborateurs multiples sous une thématique traitant de divers aspects de la culture hypermédiatique. Et plus près des œuvres maintenant, nous avons des dossiers thématiques qui présentent un courant, une pratique ou une thématique englobant plusieurs œuvres. Ils sont composés d'un texte d'analyse, d'une définition de la thématique et des liens vers les fiches des œuvres. Notre site web comporte également une section exposition qui permet un commissariat en ligne mettant en valeur des œuvres littéraires ou artistiques hypermédiatiques. Enfin, nous avons la base du laboratoire qui est le répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques et la plus grande recension d'œuvres hypermédiatiques en Amérique du Nord. Le répertoire propose des fiches qui décrivent, analysent et qualifient à l'aide d'un ensemble de vocabulaire spécifique les objets de recherche. C'est à partir du répertoire que l'on découvre les tendances en art et littérature hypermédiate, que l'on développe un vocabulaire de recherche, ce qu'on appelle une taxonomie, et que l'on décide des voies à explorer dans les contenus théoriques et critiques du site. Les autres degrés de la pyramide que je vous ai nommés plus tôt se nourrissent des découvertes faites dans le répertoire. Ainsi, nous voyons que l'archivage est la base impérative à tout travail d'analyse subséquent. Il a un important outil de recherche également, car les navigateurs peuvent rechercher les œuvres selon leur nom, selon une thématique de contenu ou selon son mode d'interactivité, par exemple. C'est pourquoi le travail méthodologique de classement est primordial. Nous avons ainsi adopté un code déontologique et pratique pour ce travail d'archivage, ce que nous avons recensé dans notre protocole du laboratoire NT2.
Regardons maintenant notre objet de recherche en tant que tel, soit l'œuvre hypermédiatique et les critères que l'on se donne afin de les archiver. Je mentionne le terme hypermédia depuis le début de ma présentation et Joanne aussi l'a mentionné. C'est face au foisonnement des dénominations en ce qui concerne le net art, on peut entendre art internet, art réseau, cyber-art, web art, etc., que nous avons choisi un seul terme, l'hypermédia, pour définir notre objet d'étude. Le réseau, l'écran et la souris ne suffisent pas à qualifier une telle œuvre. Celle-ci doit également dépasser le stade de la simple monstration des caractéristiques techniques du réseau. Donc, la spécificité résiderait dans la possible combinaison de différents modes de communication, comme le texte, le son et l'image. L'intrication de ces trois éléments distincts donne ainsi forme à une création hybride et inédite. Elles sont visualisées par une interface écran, qu'il s'agisse de l'écran d'un ordinateur, d'une tablette tactile ou d'un téléphone cellulaire. Et notre principal critère est qu'il soit un art développé pour, par et avec Internet. Un autre critère essentiel est la présence d'interactivité. C'est dans... Oh oui, il faut faire plus encore. Donc, c'est dans le travail d'archivage et dans la taxonomie des fiches que nous identifions les différentes manières dont une œuvre est interactive. Le clic de la souris ou le tapotement de l'écran, ce qu'on appelle une activation, n'est pas un cas suffisamment interactif dans la plupart des cas. Nous favorisons des œuvres qui sollicitent la participation active de l'internaute et de plusieurs facteurs spécifiquement technologiques. Avec l'œuvre ici In Limbo, elle interroge directement l'internaute et lui demande l'information à fournir. Nous avons taxonomisé ça comme sollicitation et interrogation. Elle fait aussi appel à la webcam, ce qu'on appelle capteur optique, et la géolocalisation, en plus de générer des données issues du web afin de les insérer dans le projet, ce que nous nommons génération avec ou sans insertion. Donc, nous avons dû nommer ces types d'interactivité dans un souci méthodologique. C'est la taxonomie du laboratoire NT2 qui est orientée sur l'expérience de l'utilisateur et sur les modalités d'interactivité de l'œuvre, ce que Gina abordera plus loin dans sa présentation. Donc, comme j'ai dit au début, ces nouveaux critères pour considérer une œuvre hypermédiatique entraînent de multiples changements au niveau des outils habituels de description, d'analyse et d'archivage en histoire de l'art. Face à de nouveaux types d'œuvres qui interagissent avec le public par le réseau et non le réel, la discipline s'adapte et se transforme. Donc, il existe plusieurs transformations qui affectent l'historien et l'historienne de l'art dans le travail de recension d'œuvres hypermédiatiques. D'abord, il y a une modification au niveau de la méthode de recherche, soit par rapport au lieu de découverte des œuvres. En raison de leur relative nouveauté, les œuvres hypermédiatiques n'ont pas encore de fort processus d'institutionnalisation. Il existe peu de bases de données exhaustives comme la nôtre sur le sujet. Le lieu de recherche n'est non plus le réseau de galeries, de centres d'artistes, de biennales ou d'événements internationaux, mais bien le réseau Internet en soi. Par exemple, l'un des lieux de recherche peut être les sites de revues en ligne. Il existe Leonardo du MIT ou au Québec, nous avons la revue Archer. Et il y a une importance grandissante de forums et de blogs de plus en plus reconnus comme Rhizome. Mais il n'y a pas de travail facile car la multiplication fulgurante de ces œuvres exige un travail de recherche presque quotidien. Il faut donc développer des stratégies de repérage et d'identification des œuvres. Donc, le travail de recherche de l'historien de l'art qui est intéressé aux œuvres du web ressemble à une posture du flâneur sur le réseau, d'où l'importance de mettre en place des critères de sélection clairs pour le choix des œuvres à archiver. Nous remarquons aussi une transformation au niveau de l'inévitable combinaison des rôles. Les œuvres retrouvées sont composites, comme nous l'avons abordé, et une pluridisciplinarité est essentielle pour rendre compte de ces œuvres. Nous arrivons à cela par la mixité au sein du laboratoire de chercheurs provenant de l'histoire de l'art et de la littérature, par exemple, mais le chercheur en soi doit aussi adopter une position ouverte. Cette polyvalence à naviguer à travers plusieurs rôles qui ne nous sont pas toujours connus ressemble beaucoup à la position de l'artiste du web. En effet, celui-ci est en négociation de deux logiques d'action et de forme d'écriture, comme l'affirme Jean-Paul Fourmentreau, soit l'écriture de l'idée ou du concept artistique et l'écriture de l'algorithme de programmation. Pour le chercheur également,
Une compréhension du système artistique doit être conjointe à des connaissances du système technologique et du réseau Internet. Ainsi, savoir opérer l'œuvre devient essentiel dans la description et l'analyse de celle-ci. Comme les œuvres exploitent de nouvelles possibilités informatiques, elles engagent des modalités de description inédites. Le statut de l'image d'art devient ainsi transformé dans sa forme traditionnelle, car l'œuvre a une profondeur dans le sens qu'elle offre une scène habitable et praticable, ainsi qu'une visualisation du parcours et de l'action qu'elle permet. Merci. Je pense qu'on va changer de place. Wow. Méchant effet spéciaux. Puis on revient après le temps. Merci. Donc, merci Lisa. Je vais faire suite à ce qu'elle disait. Donc, pour la constitution d'un langage de l'hypermédia, donc si l'histoire de l'art possède son propre vocabulaire, ses objets spécifiques, de la sculpture à l'art décoratif par exemple, le champ des arts et de la littérature hypermédiatique est relativement jeune. On estime à peu près une trentaine d'années le champ, et donc en constante mutation. Le langage employé pour s'entretenir des objets spécifiques de l'hypermédia va rassembler des concepts de la théorie littéraire, de l'informatique, de la bioinformatique, des software studies, des neurosciences, des cultural studies et j'en passe. Mais est-ce que l'hypermédia finalement possède son propre langage et comment, en tant qu'historien et historienne d'art, parle-t-on de ces objets-là, formels, aspects formels, compositionnels, techniques? Comment s'appuie-t-on, quel langage s'appuie-t-on finalement pour les interpréter? Donc, après la popularisation du World Wide Web dans les années 1990, un intérêt pour la création artistique en ligne va se développer. Mais les œuvres natives du web vont demeurer marginalisées dans les milieux universitaires qui vont s'intéresser dès lors au web comme un outil ou un instrument de stockage plutôt qu'à un environnement numérique en soi. Donc, l'ordinateur est alors conçu comme une infrastructure stable et très fiable. Et donc, le travail d'archivage va se déployer dans une optique de numérisation des documents et des œuvres plutôt que dans une mise en valeur du matériel inédit créé en ligne. Donc, le mandat du laboratoire, qui est fondé en 2002, va valoriser quant à lui ses contenus artistiques et littéraires hypermédias grâce à une base de données qu'on a vue avec Lisa. Donc, nos méthodes de recherche rallient les humanités numériques, ou Digital Studies en anglais, et l'analyse interprétative propre à l'histoire de l'art et de la littérature. Donc, par humanité numérique, on entend un domaine de recherche qui va combiner les approches méthodologiques de l'informatique et des sciences humaines et sociales. Donc, les théoriciens et les praticiens des humanités numériques tentent de penser le travail du chercheur à l'ère du numérique, que ce soit à travers le développement de plateformes numériques pour la recherche, la mutualisation des connaissances, la création d'une ontologie pour tenter de saisir un phénomène et de contribuer à la définition d'un champ, l'élaboration d'une taxonomie et la combinaison favorable des rôles de chercheurs, d'éditeurs, d'administrateurs de systèmes, de programmeurs, etc. Donc, dans cette optique, l'équipe du NT2 a entrepris d'archiver les productions artistiques et d'offrir ces fiches d'archives aux communautés de chercheurs et internautes grâce à un moteur de recherche. Et comme on l'a vu, c'est vraiment le répertoire des arts et littérature hypermédiatique qui est le cœur de ce site web-là, qui n'offre pas seulement des archives comme documents de sauvegarde, mais qui va les bonifier ou les enrichir d'une description et d'une interprétation succincte de la part des assistants et assistantes de recherche. Donc, ce catalogue qu'on offre aux internautes, qui est un modèle collectif d'archivage, va se distinguer assez grandement du modèle de recherche solitaire propre à la discipline de l'histoire de l'art et va générer de nouveaux défis et de nouveaux impératifs qui sont caractéristiques de ce croisement disciplinaire. Donc, les deux principaux défis ont été la désignation collective d'un vocabulaire de l'hypermédia et la mise en commun de ces ressources-là. Donc, ces deux pôles de la recherche appartiennent au même processus de développement d'un environnement de recherche et de connaissances en ligne et de ce qui va constituer sa structure, ce qu'on appelle la taxonomie. Mais peut-être avant d'expliquer les façons dont cette taxonomie va infléchir nos recherches, il est peut-être nécessaire de préciser ce qu'on entend par terme taxonomique, du moins sur notre moteur de recherche, et quelle est sa vocation sur notre plateforme. Et donc, pour comprendre, interpréter, catégoriser et surtout partager les données informatiques, il est nécessaire de les définir sémantiquement. En fait, le code seul ne signifie rien.
il est nécessaire pour y accéder de le définir sémantiquement. Et cette première couche sémantique permet de contextualiser les contenus dans la base de données, de les mettre en commun. Les données vont être alors repérables pour l'Internet. Donc, techniquement parlant, ce moteur puise dans une base de données très vaste par l'entremise de mots-clés. Ces mots-clés-là, c'est ce qu'on appelle termes taxonomiques. Ils vont qualifier et catégoriser le contenu en ligne. Donc, ces termes ont avant tout une valeur descriptive. Tantôt, on a parlé de génération sans insertion, de capteur optique, pardon. Donc, c'est très descriptif, mais on va voir que la taxonomie a une valeur de recherche aussi. Et donc, le laboratoire offre à l'internaute chercheur la possibilité de filtrer les contenus de l'environnement numérique et d'accéder à des œuvres archivées selon des modalités précises. Donc, au moyen des thèmes abordés par les œuvres ou aux différentes actions que vont solliciter ces mêmes œuvres de la part de l'Internet. Donc, le processus de recherche est plus caractéristique des sciences sociales ou des sciences appliquées. Et c'est d'abord amorcé avec une exploration empirique des œuvres d'art et de la littérature hypermédiatique. Donc, comment le laboratoire a débuté ses recherches, c'est que des centaines de termes ont été générés au contact des œuvres de manière aléatoire. Donc, ça a été la première étape. Ce processus de nomination-là, qui a été effectué sans cadre, sans terme taxonomique dès le départ, est désigné par l'expression informatique de free tagging, c'est-à-dire qu'on va taguer de manière aléatoire n'importe quelle œuvre et donc générer des termes. Une fois réunis, ces termes-là nous ont révélé certaines récurrences, certains thèmes communs. Plusieurs de ces mots-clés évoquaient le format de l'œuvre, d'autres les modes d'interactivité, d'autres encore le traitement numérique des ressources. Donc, une fois classifiés et synthétisés, une série de termes taxonomiques ont été établis et fixés pour la constitution du moteur de recherche. Donc, notre taxonomie a donc été désignée en aval d'un exercice de recension mené par les assistants du laboratoire. C'est pour ça qu'on est plus près, je dirais, des sciences sociales ou des sciences appliquées. Donc, autrement dit, la vocation primaire de la taxonomie est une vocation de recherche, d'identification et de mise en relation des tendances spécifiques à la théorie et à la pratique de l'hypermédia. Donc, en effet, une observation rétrospective des termes permet de cerner les orientations et les mouvements au sein même du champ. Donc, que ce soit, par exemple, la disparition graduelle du CD-ROM, qui est assez évidente, ou la présence de plus en plus marquée du jeu vidéo comme format d'œuvre. Et donc, sa vocation secondaire, plus classique, plus informatique et technique, va être l'indexation des contenus, donc sur le moteur de recherche, qui va faciliter le repérage, finalement, sur le site. Et donc, cette double vocation de recherche et d'indexation positionne les termes taxonomiques au centre d'une articulation entre les humanités numériques et l'histoire de l'art, la recherche collective et solitaire. Donc, il est aussi nécessaire de souligner que cette taxonomie-là, même si elle a été fixée au début de l'exercice, finalement, n'est pas fixe. Elle continue de répondre à notre expérience variable des œuvres et nos recherches. Nous sommes d'ailleurs sur le point d'ajouter le mot-clé « tactile » à notre base de données pour rendre compte des œuvres sur tablette qui, lors de la création du laboratoire en 2004, n'étaient pas encore tout à fait en vogue, sûrement considérant l'introduction tardive de la tablette sur le marché. À terme, ce que le laboratoire tente de mettre en œuvre avec des groupes de recherche de partout dans le monde, donc il y a des projets en cours, comme le projet CEL, dont on pourra peut-être discuter plus tard, ça va révéler un cadre ontologique qui va se révéler. Une ontologie dans le langage informatique, c'est le réseau de concepts qui caractérise un domaine. Le cadre ontologique va constituer un autre niveau d'abstraction dans le processus de classification des documents sur le site. Donc, on a la taxonomie, puis ensuite, on peut aller à un autre niveau d'abstraction. Et donc, au-delà de la taxonomie qui participe de la description des œuvres et qui est très près, finalement, de l'objet et de la classification des documents, il va émerger un autre vocabulaire qui va consolider plus globalement la nature du champ d'études et de l'art hypermédia. Donc, pour l'instant, le projet est toujours en cours. Les concepts sont en processus de validation par les différentes instances. Mais il est intéressant de constater que l'élaboration d'un langage de l'hypermédia est un processus collectif, déductif, et c'est surtout finalement à cause des environnements numériques qui exigent pour fonctionner de manière intuitive et efficace des règles, un protocole et une infrastructure intégrés.
Donc, pour revenir peut-être au laboratoire, l'élaboration d'une taxonomie nous a révélé que l'œuvre hypermédiatique est singulière en ce qu'elle est interactive, c'est-à-dire qu'elle sollicite une action d'internaute sans laquelle l'œuvre ne se déploie pas. Donc, on ne se limite pas par ailleurs à désigner l'œuvre d'interactive, on qualifie cette interactivité-là. Donc, l'interactivité ne constitue pas une donnée, dans notre cas, du moins pour le laboratoire, une donnée normative ou prescriptive. Donc, elle ne définit pas la valeur d'une œuvre. Elle définit le type de relation entre le dispositif et le spectateur. Il a été dit par Emmanuel Mahé, entre autres, qu'on devrait remplacer la notion d'interactivité avec le terme praticabilité ou praticable, puisque la notion d'interactivité est graduellement devenue une catégorie artistique divorcée de son registre originel, soit l'informatique. C'est un terme qui a été employé à outrance et donc qui a comme perdu un peu sa valeur. Mais l'approche du laboratoire NT2, du moins selon moi, échappe à cette conceptualisation fautive qui impose à tort finalement sur l'œuvre une généralisation théorique. Parce que finalement, pour chaque œuvre, le chercheur et la chercheure est appelé à décrire le comment de l'expérience finalement. Une description du faire, c'est-à-dire la déambulation aléatoire au sein de l'œuvre, devient essentielle à la compréhension et à l'interprétation de l'œuvre. Cette pratique de l'œuvre, et là je cite Faumentreau, fait place à l'expérience et apparaît comme le lieu de négociation et de coproduction de la représentation et de nouvelles formes de réalité médiatique. Les médias interactifs sont sous tension, pris entre mode de représentation et mode opératoire. Donc l'internaute, par le biais de l'interface, devient coproducteur, on peut dire, de la représentation. Et cette emphase sur la praticabilité de l'œuvre découle de la nature même, finalement, de l'ordinateur, du numérique, de l'interface. Alexander Galloway, dans l'ouvrage The Interface Effect, écrit dans les premières lignes que l'ordinateur exemplifie une pratique et non une présence, un effet et non un objet. Donc l'interface est un lieu de rencontre, de médiation entre l'internaute et le logiciel. Devant l'interface, il est question d'exécution et non de révélation ou de dévoilement, dans le sens plus original d'une expérience esthétique. Donc c'est la logique de l'exécution qui est générée par le code informatique qui, comme le note Wendy Chun, qui est une autre théoricienne dont je prononce très mal le nom, engendre automatiquement une action, un état de fait. La modification du code impose d'emblée dans l'univers numérique une réalité. Donc l'œuvre d'art ou de littérature hypermédiatique impose finalement une expérience plus pragmatique, on pourrait dire, à l'internaute, une expérience variable et performative. Et là, je cite Joanne, ce qui est approprié, dans le performatif du web. Et là, je la cite, « Il s'agit donc d'une perspective qui s'inscrit dans une conception pragmatique de la relation à l'œuvre d'art, une conception qui s'intéresse aux effets et non aux affects que les œuvres engendrent dans leurs relations individuelles. Dans cette optique, il est aisé de reconnaître que l'art hypermédiatique fait ouvertement appel à ces dimensions performatives, en proposant une série de prescriptions pragmatiques à l'internaute, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, qui installe et confirme par la réitération et la répétition des états de fait, des états d'être. » Fin de la citation. Et donc, l'historien ou l'historienne d'art examine et interprète l'effet que provoquent ces actions. Donc, il est question de ce que peut l'œuvre, des possibilités qu'elle met en scène et qui délimitent son univers. Donc, encore une fois, pour revenir plus près du laboratoire, il semble que nos méthodes d'archivage, qui conjuguent un protocole d'intégration, donc avec des normes d'édition, des points à couvrir lors de la recension d'une œuvre, jusqu'à la taille et la nomination des images, et la subjectivité de l'analyse du chercheur soient particulièrement adaptées aux œuvres d'art hypermédiatiques, qui, elles aussi, jonglent avec des limitations et une dynamique semblable, une limitation bien réelle d'une plateforme numérique et de la variabilité des œuvres, de l'expérience des œuvres. Et cette dynamique est reflétée par la taxonomie, qui, comme nous l'avons expliqué, est née d'une exploration subjective et empirique pour devenir l'un des piliers du moteur de recherche. Donc, pour reprendre l'expression de Faumentreau, la tension entre les modes de représentation et modes opératoires illustre non seulement la double vocation de la taxonomie, mais la double vocation du travail du chercheur ou de la chercheure, et fournit à la fois une interprétation des images et du dispositif. On change encore de place. Oh non! Allez-vous être étourdis?
Alors, la nature même de notre objet d'étude nous conduit à convenir de certaines stratégies méthodologiques. Ce sera la dernière partie de la présentation. Et je vais récapituler ici quelques points importants. La mise en commun des ressources, établir un protocole de recherche basé sur l'expérience variable des œuvres, ouvrir les données et leurs utilisations pour les communautés, et concevoir des méthodologies de la recherche en externalisation ouverte. Alors, comme nous l'avons vu, une première étape a été réalisée à travers le répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques, les dossiers thématiques, les cahiers, les ponctuels, les expositions que vous a montré Lisa. Alors, la plateforme de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, mise sur pied par le NT2 depuis 2009, vise dans cet esprit à mettre d'autres types de données en commun, des articles, des actes de colloque, des communications comme celle d'aujourd'hui, des appels à propositions, etc. Nous opérons donc à la fois une lecture à distance, ou distant reading, dirait Franco Moretti, par la gestion du nombre, et une interprétation pointue, ou close reading, plus fréquente dans l'herméneutique universitaire. Deuxième point, comme l'ont expliqué Lisa et Gina, nous avons établi un protocole pour la documentation et la description des œuvres qui tient compte de cette tension entre variabilité des expériences et consensus dans l'interprétation. Les œuvres hypermédiatiques, on le répète, ne sont pas des ensembles donnés, mais des invitations à la découverte, à la transformation, le faire, c'est-à-dire les gestes de manipulation des interfaces, les déambulations dans l'œuvre, à travers l'œuvre, est aléatoire, parfois il se fait individuellement, parfois collectivement, et il se transforme bien sûr à travers les innovations. Ainsi, le parcours sera renouvelé à chaque itération de l'œuvre, toujours en partie singulière, selon son principe d'ouverture et d'indétermination, mais en proposant tout de même des prescriptions que le spectateur doit reconnaître. Dans sa thèse de doctorat en muséologie, qui est présentement en cours, Stéphane Bellin décrit à juste titre l'écriture de l'histoire de l'art au sein du NT2 comme une énonciation documentaire polyphonique. Par cette expression, l'auteur rappelle l'importance de considérer les documents dans leur contexte d'énonciation. L'énonciation documentaire, poursuit-il, permet de considérer l'écriture au sens large, à travers sa matérialité, en tenant compte de la dimension visuelle et j'ajouterais la dimension sonore de l'information. La notion d'énonciateur présuppose donc, chez nous, au laboratoire NT2, la notion d'énonciation présuppose une pluralité d'énonciateurs. Troisième point, ouvrir les données. Alors, l'écosystème du NT2 sémantique vise une plus grande interopérationnalité des environnements de recherche et de connaissances déployés en créant un ensemble de ressources numériques décloisonnées. À terme, les bases de données deviennent compatibles et communiquent entre elles en respectant des protocoles standardisés. Les bases de données sont donc établies de manière à maximiser l'innovation dans les recherches de ses utilisateurs principaux, qui sont les chercheurs du NT2, mais aussi ceux du Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire figurant, mais aussi pour les communautés, c'est-à-dire le public, les artistes, les médiateurs, les bibliothécaires. Alors, dernier point, externalisation ouverte ou crowdsourcing. Cet aspect est encore à optimiser. On vise ici un partage et la délégation partielle du processus à la communauté et dans la constitution des savoirs, une méthode de négociation des savoirs qui s'oppose à toute fixation de la connaissance. Ces méthodologies s'inscrivent dans le paradigme post-positiviste de la recherche, lequel comprend toute forme de savoir comme une construction subjective et dynamique, et par extension, variable et transitoire. Sur cet aspect, la plateforme numérique conçue par l'équipe de Bruno Latour, pour ceux qui la connaissent, qui s'appelle « Enquête sur les modes d'existence et l'anthropologie des modernes », peut pour nous être un modèle. Latour et son équipe ont généré un vocabulaire méthodologique révélateur pour nous de changements significatifs dans les modes de collecte de données, ou, comme nous l'avons vu, dans les éléments obtenus, les notions de dispositifs diplomatiques, de versions alternatives pour rendre compte de la fabrique de l'objectivité, de négociations proposant sur la participation et les reformulations des co-enquêteurs deviennent des notions inspirantes pour notre propre recherche. Les contributions reçues de la communauté doivent être opératoires, selon le terme choisi par l'équipe des enquêtes, et se soumettre au protocole décrit. Ce protocole postule entre autres que tout contributeur, toute contributrice est un co-enquêteur bien sûr, mais qu'il peut reformuler,
compléter, appliquer, mais aussi corriger, tester et protester. Si le protocole du NT2 tient compte de l'expérience variable de l'œuvre d'art en combinant différents modes d'identification, du texte descriptif à l'indexation par terme des contenus, la plateforme numérique de la Tour s'ouvre plus radicalement à l'expérience variable de ses lecteurs. Les contributions mettent à profit les expertises variées des interlocuteurs en ligne qui désirent prendre part à cette anthropologie des modèles. Alors, au-delà d'une volonté enthousiaste et pour éviter une vision naïve de ces processus d'externalisation ouverte, rappelons que leurs enjeux et défis sont concrets. Comment recruter des contributeurs et les faire persister dans leurs actions? Quel type de contributions sont attendues? Comment ces contributions vont-elles alimenter nos bases de données? Comment évaluer ces contributions et selon quels critères? Quel sera leur impact? Quels dispositifs éditoriaux aurons-nous à mettre en place? Vous allez voir, c'est une grosse question, disons, qui est loin d'être réglée. Mais enfin, nous visons à y arriver. Reste que ces manières de faire sont induites par la nature même du corpus que nous archivons. Il s'agit de documenter et de conserver les traces d'une expérience. Je le répète, variable, plutôt que de collectionner des objets fixes et externes. L'œuvre est indissociable de l'activité perceptive de l'internaute, qu'il soit spectateur ou chercheur. Les œuvres sont interactives, comme l'a mentionné Lisa. Elles sont praticables, comme l'a dit Gina. Elles requièrent une performation, c'est une autre manière de décrire la chose, qui vient de Samuel Bianchini, c'est-à-dire une action corporelle en prise avec un dispositif interactif et un investissement. Les méthodologies d'analyse en seront transformées pour devenir des méthodologies de cette praticabilité où toute mise à distance est illusoire. Bien sûr, pour cette histoire de l'art web, certains deuils sont à faire. L'exhaustivité, la parole d'autorité, la stabilité des documents, la préservation des objets ou des artefacts, car le corpus est extrêmement volatile et dynamique. Alors, j'insisterai en terminant sur la dimension événementielle de l'expérience du spectateur d'art hypermédiatique. Ce temps de l'hypermédia n'est pas un temps de représentation de ce qui a nécessairement préexisté au spectacle, mais un temps de présentation de ce qui se déploie par la rencontre du sujet et de la machine. À ce temps direct de l'expérience, un temps uchronique, c'est une expression de Edmond Couchot qui veut dire une synthèse des temporalités finalement, s'oppose le temps anachronique de l'archive, qui est le temps de l'histoire. Une couche de médiation, comme vous l'avez vu, des textes, des images, des émulations, que l'on construit autour de ces œuvres et qui vont toujours représenter en partie un passé accompli. Car même avec l'objet le plus voisin dans le temps, le plus direct, il y a nécessairement un décalage entre la documentation et l'occurrence de l'œuvre. Nos environnements de recherche et de connaissance représentent peut-être une manière de contourner ce paradoxe de la distance et de la proximité propre à l'histoire de l'art actuel, en proposant des savoirs en transition, mobiles et adaptables, révélateurs des objets d'étude au centre de notre mission. Enfin, l'histoire de l'art peut s'écrire en direct, du moment que l'on reconnaît que ce direct est un mirage anachronique. Cet archivage dont on doit garder, que l'on conserve, doit garder un équilibre entre pérennité et ouverture, entre mémoire et art vivant, entre le donné et le devenir, entre le document et l'événement. Alors, loin d'être de petits défis, voilà donc quelques questions méthodologiques qui nous animeront pour les prochaines occurrences de votre projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. En plus, on a fait le temps 40 minutes direct. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la période de questions, donc je laisse la parole à l'auditoire.